grâce à la pédiatrie. Et donc, ces PIMS qui ont été collectés, comme vous le savez, finalement, ça a défrayé la chronique. Les pédiatres étaient un peu passés au travers. On avait plutôt des éléments très rassurants chez l'enfant, pas de forme sévère, et le facteur âge, et ça a été bien montré toute la matinée, est vraiment un facteur protecteur important. Et puis, fin avril, il y a eu ces déclarations. En France, c'est Necker qui a fait les premières, et puis en Angleterre, en Italie, en Espagne, sur des enfants qui présentaient des symptômes qui rappellent un peu la maladie de Kawasaki ou le toxic shock syndrome, avec surtout une myocardite en point d'appel et des enfants qui étaient en réanimation, si bien que les uns les autres se sont fortement inquiétés à juste titre. Et la communauté pédiatrique s'est regroupée pour réfléchir à répondre à cette identification d'une maladie émergente. Et vous voyez que c'est un travail collaboratif de plusieurs sociétés savantes et groupes de recherche. Il y a bien sûr la filière, mais le groupe français de réanimation et des urgences pédiatriques, le groupe français de pédiatrie, infectiologie pédiatrique, la SFP elle-même, le groupe de cardiopédiatrie, la Sophrénie, le groupe de pédiatrie générale, et surtout le bénéfice très important que l'on a eu de faire un partenariat avec Santé publique France pour la collecte des données. Et au moment où on s'est mis en ordre de marche, on s'est dit bien à quoi cela correspond. Il y avait à Necker une vingtaine d'enfants qui étaient hospitalisés avec la même manifestation myocardique. On ne savait pas dans quel sens allait évoluer l'épidémie et il fallait faire la collecte des données. C'était un élément très important. Et je pense, les uns les autres, vous avez sans doute expérimenté cela. Actuellement, les médias précèdent la science et on a été tous très sollicités au moment de la constitution de ce groupe euh, pour répondre aux sollicitations, alors qu'on n'avait pas grand-chose à dire, à part qu'on avait mentionné qu'il fallait être vigilant. Et ça a déclenché une chaîne de buzz médiatique et de demandes, sollicitations d'interviews en cascade, parce que ça coïncidait, cette découverte de maladie émergente, avec la rentrée scolaire des vacances de Pâques. Et donc, ça a été une mauvaise coïncidence qui fait qu'on a beaucoup parlé de ces événements. Jusqu'au Japon, quand on regarde, on parle de nous un peu partout, et je dirais que nos collègues aussi ont beaucoup été sur les plateaux pour essayer d'expliquer et faire beaucoup de pédagogie. Je remercie beaucoup Isabelle et Véronique que vous voyez apparaître ici, alors Véronique nous souhaitait ses voeux à sa manière en disant que c'est une chimère de croire que dans un mois, nous allons reprendre la vie d'avant, et sans doute dans un mois, dans 6 mois, dans un an, elle aurait pu dire, mais on a été très sollicités. Et donc, qu'est-ce qu'a donné ce travail de surveillance qui a été mis en place très rapidement grâce à l'effort de Santé publique France et de cette veille qui s'est mise en place, une veille épidémiologique? Eh bien, ces travaux ont été rapportés dans Eurosurveillance, qui est le journal du CDC européen, où l'on a donc collecté ces données. Au départ, même pour la définition de cas, on était un peu embarrassé. On avait retenu 4 items principaux, qui étaient la myocardite, le syndrome d'activation macrophagique, les polysérites, et le quatrième, c'était le Kawasaki-like. Donc, c'était plutôt des manifestations syndromiques. Et donc, si on avait une PCR ou une sérologie positive, on considérait qu'ils étaient confirmés. S'il y avait eu un comptage, et c'était probable. Et puis, dans les autres cas, c'était des définitions plus flottantes qu'on avait considérées comme possibles ou non liées à SARS-CoV-2 en fonction du contexte épidémiologique. Alors, un élément important à partager, c'est le lien temporel entre la pandémie qui a traversé le pays en première vague, qui est cette vague orange qui est représentée, et la survenue 4 à 5 semaines du pic de PIMS ou MISC ou Kawasaki-like. Il y a plein de noms qui correspondent à la définition de cette entité, mais donc qui n'est pas contemporaine de l'infection. Et ces données épidémiologiques populationnelles sont confirmées lorsqu'on prend des données individuelles. Les sujets nous disent « Ah oui, mes parents ont fait des manifestations de Covid-19 aiguës il y a 3 ou 4 semaines. Moi, j'étais asymptomatique. Moi, j'avais le nez qui coule. » Souvent, l'infection elle-même est passée inaperçue, mais on a un délai qui est de 4 à 5 semaines, qu'on a pu préciser un peu plus avec plus de patients autour de 4 semaines. Et puis, un lien aussi spatial avec le nombre de cas décrits et rapportés qui correspondait peu ou prou à celle de la distribution des cas au niveau géographique en France en première vague. Alors, les manifestations, elles étaient un peu chevauchantes et on a plusieurs éléments qui étaient combinés, des manifestations de myocardite, de Kawasaki-like, de syndrome d'activation macrophagique et de polysérite. Les 4 items qu'on avait retenus, on voit que pour la majorité d'entre eux, c'était une combinaison de ces 4 manifestations
Et c'était assez original par rapport à ce que l'on connaît de la maladie de Kawasaki, par rapport à ce que l'on connaît des syndromes d'activation macrophagique habituellement. L'âge aussi était particulier, un âge médian qui est à 8 ans, ce qui est différent des maladies de Kawasaki où on est plutôt à 2 ans, et une sévérité importante parce que 2 tiers de ces enfants étaient en réanimation ou soins continus. Qu'en est-il actuellement? Eh bien, la deuxième vague s'est accompagnée aussi d'une deuxième vague de ces Kawasaki-like ou PIMS. Et vous voyez ici la distribution des cas au cours du temps. Donc, on a cette première vague pendant laquelle, d'ailleurs, on récoltait quelques patients qui n'étaient pas confirmés parce que le lien était considéré comme possible. Il nous manquait la sérologie, il nous manquait la PCR. En deuxième vague, tous sont bien documentés. Et finalement, il n'y a que ceux-là qui ont été déclarés. On voit une courbe qui est un petit peu plus étalée, mais en nombre de patients, on est maintenant à 356 cas qui ont été rapportés. Alors, qu'est-ce que sont les caractéristiques de ces patients? Les 2 premiers rapports dans Lancet, qui sont des rapports anglais et italiens, rapportaient 8 patients pour les Anglais, 6 d'ethnie afro-caribéenne, et puis un âge moyen comme la cohorte française, autour de 8, avec des manifestations digestives qui précédaient le rash et l'éruption et la myocardite. Et ça, c'est un point que l'on retrouvera dans toutes les cohortes qui ont été décrites. Un syndrome inflammatoire important, et puis dans le premier rapport, 2 patients seulement sur 8 qui étaient positifs en PCR, et les sérologies n'étaient pas très disponibles. Mais un soutien par inotrope chez la totalité des patients, un décès d'AVC. Deuxième série, des Italiens qui rapportent plutôt le phéno côté maladie de Kawasaki, l'âge identique, mais les critères de Kawasaki sont incomplets. Un syndrome d'activation macrophagique accompagnait ces phénomènes. Ça ressemble aux formes toxiniques de Kawasaki qui peuvent exister. Et puis, cette fois-ci, on avait une meilleure documentation de SARS-CoV-2 avec 2 PCR positives et 8 en sérologie. Des traitements qui reposaient sur des IgIV. Finalement, on a raisonné par analogie. Cette maladie ressemble à une maladie de Kawasaki. Elle va être traitée de cette manière avec des IgIV et une évolution favorable. Alors, en Ile-de-France, le premier rapport aussi sur cette maladie rapportait des données assez comparables. Douleur abdominale. Encore une fois, les signes digestifs sont vraiment un élément discriminant et particulier de ces manifestations au départ. Une inflammation systémique, le syndrome d'activation macrophagique, qui est essentiellement biologique, rarement confirmé au niveau myélogramme, PCR et sérologie qui sont positives, et des traitements communs comme ce que l'on fait pour les maladies de Kawasaki. Et dans ce même papier, il y a un peu une mise en abîme des différences par rapport à la maladie de Kawasaki classique, qui souligne l'ethnie qui est différente, qui souligne l'âge au début. On voit qu'on est face à une maladie qui peut toucher l'adolescent, avec cette médiane à 8 ans. Il existe aussi donc, de nombreux signes gastro-intestinaux, ils ont été soulignés dans les précédentes cohortes. Et puis, ces manifestations de myocardite qui ne sont pas communes dans la maladie de Kawasaki habituellement. Une inflammation importante, une lymphopénie qui est retrouvée également. Ça semble être un point commun de l'infection à Covid-19, qu'il s'agisse de manifestations de l'enfant ou de l'adulte. La lymphopénie est récurrente. Et puis, dans certains cas, des anévrismes coronariens. Donc ici, quelques images. On reconnaît la conjonctivite, le rash typique, une chéliite, parfois une atteinte interstitielle pulmonaire. C'est un rapport de l'équipe de Robert Debré qui a aussi repris ces cas d'un point de vue clinique. Et cette illustration-là, je trouve, est pas mal pour souligner les particularités de cette atteinte gastro-intestinale au premier plan, et peut-être qu'elle nous donne des informations sur la physiopathologie et peut-être le germe qui persiste au sein du tractus digestif, la péricardite, la myocardite, qui sont des éléments aussi accompagnants très fréquents. Alors les traitements, c'est IgIV, ou pour certains d'entre eux qui étaient réfractaires des corticoïdes et des biologiques, anakinra, tocilizumab dans ce premier rapport. Et donc le groupe a été sollicité pour proposer un traitement immunomodulateur dans ces situations particulières. Et donc, c'est toujours très riche de discuter avec les réanimateurs pédiatres, les infectiologues pédiatres, et c'est toujours difficile de rentrer dans le détail, si bien que les recommandations ou propositions de prise en charge sont malgré tout très générales. Mais il y a un point commun que vous voyez apparaître, c'est quelle que soit la situation de gravité, eh bien, il faut qu'il soit surveillé en USC parce que la dégradation peut être rapide pour les postes ou moins sévères a priori, et puis de combiner systématiquement un traitement par IgIV
des corticoïdes anti-inflammatoires à la dose de 1 à 2 mg kilo. Et ça, dans les deux conditions, et même lorsqu'on est dans une situation où on a une plus grande fragilité, une instabilité hémodynamique, eh bien, les IGIV qui sont proposés peuvent être fractionnés sur 2 jours, et même on peut surseoir à ce traitement si on risque une dysfonction cardiaque, parce qu'un élément caractéristique de cette atteinte myocardique, c'est la dysfonction diastolique, et donc d'augmenter la précharge lors d'une perfusion d'immunoglobuline chez un grand peut poser problème. Donc c'est un élément sensible que les réanimateurs voulaient vraiment souligner. Et puis, en pédiatrie, eh bien, il y a aussi des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas méconnaître. Et même en période de Covid-19, on peut faire un choc toxinique staphylococcique, on peut faire un choc septique, il peut s'agir d'une hémopathie maligne. Donc, ce sont des rappels importants lorsqu'on est face à ces situations cliniques d'urgence. Alors, un point donc, de réponse de média à média pour essayer de tranquilliser les gens lors de cette première vague, eh bien, la SFP s'est un peu mouillée pour dire il est important que les enfants puissent retourner à l'école après les vacances de Pâques. Ces données concernent un nombre faible, un effectif toujours très faible de patients. Et il y a une importance majeure à pouvoir retourner à l'école. Et vous savez combien c'est un élément précieux, important et très soutenu par les sociétés pédiatriques. Alors derrière ces observations et cette surveillance qui, au départ, c'était vraiment une surveillance à visée santé publique, eh bien, d'autres projets sont venus s'agréger. Et des projets cliniques, comme une participation à un registre international de la maladie de Kawasaki, pour ceux d'entre eux qui complètent les critères de définition de cette maladie. C'est Fanny Bajol et Isabelle Conepo qui conduisent cet effort en collaboration avec le registre nord-américain de la maladie de Kawasaki. Il y a eu des études rétrospectives conduites en particulier par François Angoulevent et Robert Debré, qui témoignent de la supériorité, de manière rétrospective, mais sur une analyse bien menée et bien conduite, une supériorité du traitement des corticoïdes plus IGIV sur les IGIV seuls. C'est aussi ce qui a motivé les recommandations, la proposition de prise en charge que l'on a partagée avec la communauté. Il y a donc une réflexion sur le traitement lui-même par nos collègues réanimateurs dont j'ai fait mention. Et puis, on est intéressé de savoir qu'est-ce que deviennent ces enfants à 6 mois, en particulier pour ceux de la première vague. Et 4 registres sont enrichis par des arcs que nous avons pu financer grâce à un partenariat avec un collectif Grandir, qui est un réseau de crèches qui nous a contactés, qui a dit « Nous, on veut vous aider ». Et il nous aide en finançant du travail et du temps ARC. Et puis, il y a des projets aussi de physiopathologie pour essayer de mieux comprendre pourquoi ces enfants font ces manifestations. Donc, il y a des réflexions sur la susceptibilité génétique, c'est des travaux de Jean-Laurent Casanova pour essayer de comprendre pourquoi ces enfants, on voit qu'il y a des critères ethniques, mais pourquoi ceux-là présentent ces manifestations particulières. Différents registres que je viens de mentionner, puis des études aussi sur la sérologie. Est-ce que ces enfants ont une bonne couverture et réponse anticorps? Comment vont-ils répondre au niveau lymphocytaire B? Et puis leur réponse immunitaire contemporaine de l'épisode. Est-ce que l'on peut démasquer des anomalies particulières? Alors, c'est ce dernier point que je vais présenter très brièvement pour conclure, qui est un travail que l'on a conduit à Lyon sur des patients qui ont présenté ces manifestations et pour lesquels on a découvert une signature de TCRV-bêta, donc une signature super antigénique, qui est vraisemblablement un argument fort pour penser qu'il s'agit d'une manifestation super antigénique. Alors, vous vous souvenez que la réponse T, habituelle, elle est spécifique d'antigène et elle nécessite une présentation antigénique dans une poche à peptides de CMH. Et dans ce cas particulier, restreint du CMH, les lymphocytes T vont s'activer à hauteur de 1/10 millième ou sans doute même moins que ça. Et en revanche, l'action super-antigénique, elle agit de manière non spécifique d'antigène, avec une activité qui va ponter le TCR et le CMH et être capable d'induire une prolifération massive de lymphocytes T qui d'ailleurs succède à une période d'apoptose importante et de sidération du système immunitaire, de libération de cytokines. C'est ce qu'on rencontre dans le toxic shock syndrome staphylococcique, la jeune fille avec un tampon qui va développer ces infections à staph avec sécrétion de toxines super antigéniques. Donc les enfants que l'on a pu inclure, 34 pendant la période, première et deuxième vague, eh bien, ils participaient. On a regardé les critères de TSS, on a regardé les critères de KD chez eux, en comparaison des KD qui sont les maladies de Kawasaki qui sont survenues pendant la période, mais qui étaient SARS-CoV négatives, ou bien de choc toxique, staphylococcique, que l'on avait de manière rétrospective,
on n'en a pas eu pendant la période, mais on a récolté des échantillons, eh bien, on voit qu'il y a quand même un phénotype chevauchant un peu entre les deux pour les critères diagnostiques. On a conduit plusieurs analyses immunologiques pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et notre premier élément de réflexion, c'était est-ce que ces enfants ont une réponse interféron maintenue trop forte qui pourrait expliquer pourquoi ils ont en post-infectieuse ces manifestations inflammatoires. Et donc, sur les cohortes d'exploration, on a vu que les enfants qui font un Covid-19 contemporain du Covid-19, ils font de l'interféron. Ce n'est pas le cas des maladies de Kawasaki, ce n'est pas le cas des MISC. Ici, ce sont des données sur les ISG, donc les transcrits, c'est la fameuse signature interféron, mais on retrouve la même chose en 6 mois. On n'avait pas de production d'interféron alpha, un petit peu d'interféron gamma chez certains patients, mais pas suffisamment pour retentir sur les ISG. Si on regarde les autres cytokines, donc là c'est un peu dur à lire, mais pour vous faire le résumé, en bleu c'est les toxic shock syndrome staphylococcique, en vert c'est les MISC, et en fait on a une communauté finalement de réponses avec une tendance avec les mêmes cytokines augmentées, qu'il s'agisse d'un toxic shock syndrome ou bien qu'il s'agisse d'un Kawasaki. Et puis les lymphocytes étaient diminués comme ça a été décrit. Et si on regarde leur état d'activation, à la fois les lymphocytes HLA-DR ou bien les monocytes HLA-DR, ces derniers étaient réduits en termes d'activation, ce qui peut correspondre à une forme de sidération qui survient bien souvent dans les réponses super-antigéniques comme dans les toxic shock syndrome. Et puis enfin, on a regardé les répertoires V-bêta en cytométrie de flux et on a été, donc, par rapport au TSS syndrome qui est accompagné d'une expansion massive d'un certain sous-type de V-bêta, qui sont les V-bêta 2 que vous voyez ici sur le diagramme, et bien ça, c'est une signature du toxic shock syndrome staphylococcique. Et on voit la récurrence pour les MISC d'une signature, cette fois-ci, V-bêta 21.3, qui sont ces pics rouges sur cette ligne. 40% d'entre eux, à peu près, sont augmentés. Et puis, nous avons pu vérifier en TCR sequencing, grâce à l'équipe de David Kassman et en Carnita, qu'il s'agissait bien de situations polyclonales. Ça, c'est des données donc, de TCR sequencing. Vous avez en dessous le séquençage du TRBV, qui code pour V-bêta. Et le 11-2, c'est un peu compliqué la nomenclature, parce que le 11-2, il code pour la protéine 21.3. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Donc, ce patient-là avait une expansion 21.3, elle est illustrée ici. Et lorsqu'on regarde la recombinaison de ce V-bêta avec les variations J, ici, eh bien, on voit qu'il y a de multiples traits qui sont le reflet de la polyclonalité. Quand c'est une réponse monoclonale, il n'y a qu'un seul trait, il n'y a qu'un seul réarrangement avec un J particulier. Donc là, on voit la polyclonalité de ces manifestations. Et enfin, in vitro, et c'est la dernière diapo, eh bien, nous avons essayé de reproduire l'effet superantigénique in vitro. Ici, vous avez des sujets contrôle. On a pris des PBMC de sujets contrôle, des PBMC de patients qui avaient une expansion 21.3. Et puis, donc, c'est un test positif. On a utilisé le SEC, qui est un super antigène, et on voit qu'on est capable de faire proliférer toutes les cellules que l'on a regardées. Ici, il n'y avait pas beaucoup de cellules, donc on ne voit pas grand-chose, mais sinon, on voit bien qu'ici, on prolifère. Si on ajoute le virus, il ne se passe finalement pas grand-chose dans aucune condition, sauf celui-ci, peut-être une discrète tendance à proliférer. En revanche, si on ajoute le virus plus le sérum autologue prélevé au moment du MISC, eh bien, on est capable d'induire chez un patient sur deux, et en fait, on l'a fait plusieurs fois, on l'a malheureusement trouvé que chez un seul patient, eh bien, on trouve une prolifération qui témoigne que l'effet superantigénique, sans doute, est la combinaison du virus avec le sérum lui-même est peut-être complexé. Et les anticorps doivent jouer peut-être un rôle dans cette maladie émergente et étonnante. Donc voilà les données biologiques que je voulais partager avec vous en complément de ces données de Santé publique France. Et donc, je dirais que la veille se poursuit pour ce qui est des déclarations, et c'est un point important. Et puis, je remercie tous les collègues qui, au laboratoire, ont aidé à avancer sur ces découvertes.